Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, c'est la rencontre entre deux autres grandes stars du paysage médiatique. La majorité des Français n'a pas connu le divertissement sans l'un et l'information sans l'autre. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre Elkabbach, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décident-ils tous les deux d'inviter? Arnaud Lagardère, leur patron. Arnaud, je vous remercie infiniment parce qu'on vous voit très très peu. Vous êtes un homme discret qui se montre jamais. Vous dites c'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Absolument. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, oui. Très sérieusement. C'est d'abord une fantastique aventure humaine. Hein. C'est à peu près 250 000 personnes dans le monde. Arnaud Lagardère a raison de taper sur les doigts de Michel Drucker. Le groupe qu'il dirige est une fantastique aventure humaine. Et certainement pas un monopole qui envahirait nos vies. Pour le prouver, nous allons démontrer qu'il est parfaitement possible de passer une journée sans le groupe Lagardère. Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de M. Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais M. Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, M. Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, M. Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons, rapidement malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. La concentration et la financiarisation des médias n'est pas sans conséquence. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Comment comprendrait-on l'appauvrissement de l'information si on ne tenait pas compte d'une politique systématique de réduction des coûts qui n'a pas simplement pour objectif, comme c'est encore le cas en presse écrite, notamment dans la presse écrite nationale, d'essayer d'éviter les déficits et d'être modestement rentable, c'est-à-dire de pouvoir investir un peu et payer les salariés, mais d'être profitable. C'est-à-dire de dégager dans les secteurs des médias des taux de profit qui sont équivalents à ceux que l'on peut espérer dans les secteurs de pointe de l'économie. Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne
avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Le candidat François Bayrou avait quelques raisons de se plaindre de l'amitié des grands industriels propriétaires de médias avec le candidat Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, pas moins de 4 de ces grands patrons de presse n'hésiteront pas à s'afficher au Fouquet's pour fêter la victoire du nouveau président de la République. La proximité connue et affichée entre Nicolas Sarkozy, notre cher président de la République, et les grands propriétaires des médias ne va pas sans poser problème. Elle est évidemment éminemment corruptrice. Mais ce serait peut-être une erreur de s'arrêter aux amitiés, à la fréquentation du yacht de Bolloré, au copinage en tout genre, parce que ce copinage repose avant tout sur la convergence des options idéologiques et politiques. C'est parce qu'ils sont d'accord sur le fond de la société qu'ils veulent construire, sur les intérêts économiques à défendre, que les amitiés peuvent être relativement efficaces. Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne de Sarkozy. Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui, il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour une telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise, il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats à droite, bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche.